Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Sommes-nous ce qu'on lit? Quelle littérature et quelle place pour la littérature aujourd'hui dans nos sociétés? Invité de 12h55, William Marx, élu l'an passé à la tête de la chaire de littérature comparée du Collège de France. Dans 48 heures, il y donnera sa leçon inaugurale, par-delà la littérature, lire dans la bibliothèque mondiale. Et il viendra donc nous en parler dans une petite heure autour de cette grande table des idées. Mais d'abord, fondatrice de l'agence Time Art. Elle est agent artistique, ce métier popularisé par la série 10%. Elisabeth Tanner est par ailleurs à l'affiche du film de Quentin Delcourt, en salle mercredi, Pygmalion, qui a recueilli la parole d'actrices, de réalisatrices, d'exploitantes de cinéma ou encore la sienne. Membre du collectif 50-50 pour la parité dans les métiers du cinéma, elle milite aujourd'hui, avec d'autres, pour une meilleure représentation des femmes à l'écran et sur les plateaux. Elle est tout de suite notre invitée. La grande table. Olivia Gesbert. Donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Alors, je te présente Hervé, l'assistant de Gabriel Sarda, Noémie, l'assistante de Mathias Barneville. Bonjour. Et... Pardon, comment tu t'appelles déjà? Camille. Camille, voilà. Donc Camille, tu te mets là. Dans un premier temps, tu prends tous les appels, tu notes tout et tu ne dis rien d'autre qu'elle est en rendez-vous à l'extérieur. Ok? Surtout, tu dis pas, elle vous rappellera. Ok? À toutes. Bonjour Elisabeth Tanner. Bonjour. On dit que vous avez inspiré le personnage d'Andrea dans la série 10%, joué par Camille Cotin, on l'entendait à l'instant, et tant mieux parce que c'est elle qui a le plus beau rôle dans cette série. 10%, comme le montant que toucherait l'agent sur le cachet des artistes. Est-ce que cette série a fait du bien à votre profession? Elle l'a mise en lumière assurément. Est-ce qu'elle a permis à beaucoup de comprendre aujourd'hui le rôle que vous jouez, non seulement auprès des comédiens, des acteurs, mais aussi globalement dans ce qu'on appelle le milieu du cinéma? Alors, oui, je pense que la série a eu un grand mérite, c'est déjà de comprendre qu'un agent, c'est quelqu'un d'engagé. Il y avait toujours cette petite tendance à nous voir comme monsieur, madame 10%, ou alors des nounous, l'impresario des années 60. Là, on a compris d'abord que c'était un métier qui s'était professionnalisé, qui s'est complexifié. D'autre part, on a compris qu'on était aussi les agents de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on est un facilitateur, théoriquement, de contrats, quand le métier est bien fait, facilitateur d'affaires. On vient défendre des films, des positions, des acteurs. Et tout ça, c'est quand même relativement nouveau. Et c'est arrivé par la série, grâce à Camille, etc. Et cette série, c'est vrai que moi, je l'ai vue développée par Dominique, qui a été mon compagnon de route chez Art Média. Et c'est vrai que il a évidemment rendu la chose... La plus belle idée qu'il ait eue, c'est de faire que les acteurs jouent leur propre rôle et qu'en fait, ce soit des inconnus qui jouent le rôle des agents. Et ça paraît très évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas du tout au départ de la série. Et je Des pense inconnus qui ne le sont plus par ailleurs qui aujourd'hui. ne le sont plus et à qui la série a fait beaucoup de bien pour leur carrière d'ailleurs. En tout cas, elle ne les a pas pour l'instant enfermés dans des rôles, puisque Non. Camille Cotin, par exemple, on la retrouve très largement dans des films depuis 1 ou 2, 3 ans, et une présence incroyable aussi au cinéma. Comment vous définiriez du coup votre métier, Elisabeth Tanner, aujourd'hui, en 2020, puisque vous dites quand même que c'est plus comme avant, la maman, la nounou, l'impresario, cette réalité-là, elle a changé. Quelles sont les priorités en 2020? Alors, la réalité, elle a changé de deux façons. Déjà, il y a la demande des talents. La demande des talents n'est pas totalement la même. Il y a quelque chose qui a changé dans le rapport de l'agent et du talent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est devant la juridicisation de la société. Donc déjà, sur le plan purement juridique, les contrats sont devenus très importants. Moi, quand j'étais jeune agent, j'ai eu accès à des contrats, par exemple, de Romy Schneider, etc. C'était des tout petits contrats. Il y avait quelques pages. Les contrats de télévision, c'était une page. Donc, en 2 mots, il y avait où, quand, comment et à quel prix. Et puis, ça s'arrêtait là. Puis, entre-temps, il y a eu le film qui est devenu un élément d'actif des sociétés avec des modes d'exploitation potentiels multiples. Et de ce fait, aujourd'hui, même pour 2 cachets d'un comédien, on a des contrats de 15 pages. Donc, il y a déjà cet aspect très technique qui a envahi un peu nos métiers. Après, la base, c'est de trouver du travail, de gérer les carrières. Et gérer les carrières, c'est devenu quand même un tout petit peu plus complexe que ça n'était à une période, puisque le choix est plus grand. Donc, il faut aider à faire des choix. Il ne faut pas trop se tromper. Il y a
Par exemple, il y a quelques années, la télévision était un peu, on va dire, le parent pauvre du cinéma. On faisait une carrière à la télévision, c'était pas totalement le top de sa carrière. Aujourd'hui, on est obligé de tout mixer, c'est-à-dire on fait du cinéma, de la télé, et il faut faire le bon projet. Il faut faire le bon projet, il ne faut pas faire le mauvais projet. Donc, tout ça, ce sont des variations, il faut être un peu dans l'air du temps, il faut capter, il faut capter. On est des grandes antennes un peu paraboliques et on prend les informations et puis après on les traite. Cécile de France, Isabelle Adjani, Patrick Bruel, Charles Berling, Béatrice Dalle, Miu Miu, Reda Kateb, Adèle Haenel ou encore Charlotte Rampling sont aujourd'hui dans votre catalogue Alors, pas Isabelle Adjani. Pas Isabelle Adjani. Pas Isabelle Adjani. Et Miu Miu est gérée par l'agence, mais pas par moi directement. Voilà, mais pas votre agence. Charlotte Rampling, elle était autour de cette grande table il y a 2 ans. Elle nous parlait du temps qui passe, et vous l'évoquiez, l'enjeu pour un comédien, c'est à la fois de commencer, de bien commencer, mais c'est aussi de durer. Le temps est compté, disait-elle. Comment se le réapproprier? On l'écoute. Chaque décade qu'on vit nous apporte et nous amène vraiment une autre vision de la vie, si on le vit intensément. Quand on arrive à mon âge, qui est l'âge de Anna, on sait que le temps est compté. On sait que le temps qu'on a de vie active très, très belle est compté. Et c'est la première fois qu'on sent ça. Je ne l'ai jamais même envisagé avant. Et donc, si le temps est compté, ça veut dire que vous allez dans une réflexion autre. Et d'ailleurs, que je commence, moi, au début là, d'avoir 70 ans, parce que c'est vraiment par décade, je commence avec un film comme Anna, et c'est très révélateur. Je ne sais pas pourquoi c'est révélateur, mais ça l'est pour moi. Voilà, c'était à l'occasion de la sortie du film Anna. Vous lui avez recommandé d'aller vers ce rôle qui était assez dur, un rôle de femme extrêmement dur, non, sur Anna, ingrat en plus, pour elle. Sur Anna, c'est un film qui a mis énormément de temps à se faire. Le producteur n'était pas très identifié. Et donc vraiment... Voilà, c'est l'histoire d'une femme mariée dont le couple, après des années et des années, et le mari, c'est André Wilms, s'effondre, se fissure. On ne sait pas tout de suite pourquoi. Il y a un non-dit visiblement au sein de la famille. Et il s'avère que le père ou le grand-père, donc le mari dans ce film de Charlotte Rampling, aurait commis des attouchements sur l'un de des ses enfants. Mm. Donc c'est vrai que quand on a lu le scénario, moi je trouvais que c'était un scénario qui avait quelque chose de très particulier dans le traitement notamment. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on peut faire 10 films sur le sujet. Là, c'était amené très subrepticement et on avait le temps de se poser 1001 questions et de voir le délitement de cette femme, l'enfermement de cette femme et le silence de cette femme. C'est un film qui n'est pas très bavard, si vous l'avez vu. Mais le producteur n'était pas identifié, donc on ne savait pas trop. Il montait il montait le film sur l'étranger, donc on n'avait pas la lisibilité qu'on a sur un film français où on suit les étapes de financement. Et pourtant, on a tenu, et moi j'y croyais. Je ne savais pas pourquoi. C'est comme ça. De temps en temps, on a des intuitions. Et c'est vrai que quand on est parti déjà en sélection à Venise, on était déjà très contente, évidemment. Et quand elle a eu le prix, bon voilà, tout à coup, c'est le couronnement d'un parcours long de 2-3 ans. Ça a duré 3 ans, entre le moment où on a lu et le moment où le film s'est fait. Et donc ça, c'est des belles aventures. Mais j'en ai vécu plein avec Charlotte. Ouais. C'est un long compagnonnage. Mais c'est un film où elle est sans maquillage. C'est un film où elle ne sourit jamais. C'est un film où tout son visage exprime le cri sourd de la douleur. C'est un rôle pas évident pour une actrice, surtout par une actrice à un moment où elle peut se poser aussi des questions sur la manière dont le temps, l'âge traverse aussi son parcours. Donc une prise de risque. Mais vous savez, Charlotte, vraiment, on se connaît depuis très très longtemps. Et c'est quelqu'un avec lesquels j'ai vraiment des liens très forts. Charlotte a toujours pris les choses de l'intérieur. Et je pense que paradoxalement, elle a pris le temps qui passe, comme elle dit, elle l'a pris de l'intérieur toujours. Sa beauté, elle va au-delà de son physique. Bien sûr que c'était une des femmes les plus belles au monde, et elle l'est toujours. Mais c'est toujours l'intime qu'elle travaille. C'est toujours par l'intime qu'elle travaille. Donc, je trouve que c'est une belle leçon aujourd'hui où on nous oppose toute la journée que nous sommes dans un monde d'images, et je suis bien placée pour le savoir, et donc dans un monde d'images. Mais peut-être que l'image, c'est aussi juste filmer ce qui émane de quelqu'un, de son intime, de la force qu'il a, et peut-être que la réponse à toute cette folie de l'image, elle est juste là.
Les comédiens sont animés par la peur, disiez-vous, Oui. dans un entretien à tout âge. La peur du début, la peur de la fin. À nous de les rassurer, ça fait partie aussi du métier. Le poids de l'image aujourd'hui, comment on gère l'image de ces comédiens à l'heure des réseaux sociaux? Ça a beaucoup changé la pratique de l'agent. C'est de même qu'il faut les protéger aussi. Oh oui. Je dirais, j'écoutais ce que disait Charlotte, elle parlait de chaque décade amène quelque chose, apporte quelque chose, et à chaque décade, on découvre quelque chose. Je pense que si j'avais eu 20 ans aujourd'hui, je ne traiterais pas les choses de la même façon. J'ai beaucoup de recul sur l'image, le métier, les réseaux sociaux. Je les ai vus naître, je les ai vus se développer, j'en ai vu l'hystérie et j'en ai vu l'aberration. Ce que je trouve aujourd'hui, avec les jeunes acteurs notamment, ou les moins jeunes d'ailleurs, bien sûr qu'on les protège contre eux, parce qu'ils arrivent à un paradoxe d'avoir l'impression d'être dans une zone privée, alors qu'ils sont dans une zone totalement publique. Donc déjà, il y a eu les premiers égarements où on met sur la place publique des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Et aujourd'hui, vous le savez comme moi, il y a aussi une presse qui est très friande de l'intime. Et quand vous Ça a toujours existé. Oui, hein. mais quand vous mettez l'intime sur la place publique, vous ne pouvez plus rien faire après. Vous êtes totalement... vous êtes comme une araignée, vous êtes pris dans les fils d'une araignée. Donc aujourd'hui, c'est les protéger de ça et prendre une certaine distance. Et je crois quand même qu'à un moment donné, il va y avoir un mouvement général sur une distance sur les réseaux sociaux. Parce que on voit bien, il est très difficile de regarder. Moi, je les observe toujours. J'y suis, mais je ne réponds jamais, je ne m'exprime pas, je les observe. C'est vraiment, pour moi, une observation. Et quand je vois le déversement de haine, de bêtises et de non-pensée, il y a quand même un moment où on se dit que je préférais encore le café du commerce, parce qu'au moins, les gens se parlaient, se voyaient, il y avait une limite par la présence physique de l'autre. Aujourd'hui, c'est un outil de destruction massive et rarement un outil de construction. Et à ce titre-là, moi, j'ai beaucoup de recul et je dis toujours aux acteurs, ne dites rien quand vous n'avez rien à dire. Et surtout, si vous avez quelque chose à dire, travaillez la pensée, lisez, essayez de lire des choses avant de vous exprimer. France Culture, il est 12h15, invité l'agent artistique Elisabeth Tanner qui est avec nous à l'occasion de la sortie en salle ce mercredi de Pygmalion de Quentin Delcourt. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Elisabeth Tanner, vous êtes membre du collectif 50-50. D'ailleurs, vous en avez le badge sur le revers de votre veste noire. Il est très joli. 50-50 pour 2020, qui appelle à plus d'égalité entre hommes et femmes sur les plateaux et à l'écran. Seul un film français sur 5 est réalisé par une femme. C'est juste pour donner tout de suite un ordre d'idée. Aujourd'hui, constitué au lendemain de l'affaire Weinstein pour transformer un moment en mouvement, ce collectif. Est-ce que cet objectif-là, au moins déjà, vous semble atteint, l'idée de transformer le moment en mouvement ? Alors l'objectif n'est jamais atteint. Il sera atteint le jour où il n'y aura plus de collectif pour défendre. Ça voudra dire que là, on y est. Je suis toujours très prudente sur les avancées. Les avancées, on les fait, on en est très content. Si en 80, on m'avait dit qu'il y a des gens qui reviendraient sur la notion d'avortement, je ne l'aurais pas cru. Je pensais que c'était une affaire qui était derrière nous depuis très longtemps. On voit bien que systématiquement, il y a un mouvement de la société qui est un mouvement de rétention. Donc oui, aujourd'hui, il y a un mouvement. Il y a un moment, il y a une prise de conscience à tous les niveaux. La parole devient plus politique au sens général du terme. Et je trouve que les choses vont dans le bon sens. Mais pour moi, rien n'est acquis. Jamais en ce qui concerne les femmes, visiblement. On se souvient d'un tapis rouge à Cannes, de comédienne, réalisatrice et au centre Agnès Varda, lançant cet appel en 2018 pour la parité. Plaisir de la réentendre, on va l'écouter. 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. En 71 années de ce festival, renommé, le jury a été présidé par 2 femmes seulement. La prestigieuse Palme d'Or a été décernée à 71 réalisateurs, mais seulement 2 réalisatrices. Jane Campion,
qui est avec nous en pensée, et moi, Agnès Varda. Une remarque, chère Kate. La palme de Jane était ex aequo et la mienne honoraire. Les femmes ne sont pas une minorité dans le monde. Et pourtant, notre industrie dit le contraire. Nous voulons que ça change. Nous sommes actrices, productrices, réalisatrices, scénaristes, directrices de la photographie, agents artistiques, monteuses, distributrices, exploitatrices. Nous travaillons toutes dans l'industrie du cinéma. Nous sommes solidaires des femmes dans toutes les industries. Alors la question des quotas s'est posée depuis 2-3 ans. Elle est aussi abordée dans le documentaire Pygmalion de Quentin Delcourt. Quelle est votre position à vous, Elisabeth Tanner, sur ce point-là? Les actrices qui témoignent sont plutôt moyennement pour. Hein. C'est très compliqué, la notion de quota. On voit que ça a marché sur la diversité, par exemple. Moi, je suis plus pour une transformation de la société, une prise de conscience. Je pense que les gens ne sont pas contre. On vit dans une société méditerranéenne, du Sud, latine. Donc, il y a... Moi, je vois sur les 40 dernières années, je vois bien qu'il y a des évolutions, des mentalités qui sont très lentes, mais c'est l'ensemble de la société. Donc aujourd'hui, il faut se réinterroger sur ce vivre ensemble, sur ce comment on fait. Alors après, il y a des moyens techniques, les incitations, etc. Moi, je suis très pour les incitations. Ce qui a été fait en politique. Ce qui a été fait notamment. en politique. Le quota, moi, j'ai un petit peu plus de mal sur la notion de quota aussi. Et je crois qu'on est très nombreuses à avoir ce positionnement un peu complexe sur les quotas. Je trouve qu'il faut qu'on continue de faire avancer. Et quand réellement, vous dites 50-50, souvent, des hommes me disent « Pourquoi tu as ce badge ?» Je dis « Il y a 50, c'est vous, là. C'est vous qui devez aussi nous accompagner et changer des choses et faire changer des choses. » Mais vous qui êtes à un endroit où on s'imagine que vous voyez beaucoup de choses et savez beaucoup de choses, quel est le principal blocage pour vous depuis toutes ces années? Où est-ce qu'il se situe? Pour moi, il est éducatif, il est réellement dans la tête des gens. Moi, j'ai commencé ce métier, c'était un métier, le métier d'agent artistique, c'était plutôt des femmes. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes dans mon insertion. Mais vous avez des mentalités, c'est-à-dire quand on négocie le contrat d'une femme, c'est un peu à la marge. C'est-à-dire que les femmes, ça vient toujours après le rôle principal masculin. Ça Les vient actrices ne rarement sont en pas pole des acteurs position. comme les autres. Les actrices ne sont pas des acteurs comme les autres. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Alors, il y a quelques exceptions, hein, évidemment. Mais c'est très compliqué, c'est ce que je dis. La quantification de ça, moi, je ne suis pas une femme de statistiques. On les a maintenant, et donc ça corrobore ce qu'on dit. Mais c'est vrai qu'aussi, dans les choix, il n'y a pas tout à fait les mêmes choix chez les femmes que chez les hommes. C'est pour ça que le double regard, il est important. C'est ce double regard-là qui fera évoluer les choses et qui fera qu'on aura des équilibres. Parce que aujourd'hui, on peut remarquer que quand on prend beaucoup de femmes actrices, les choix vont vers des films plus, on va dire, guillemets, auteurs, peut-être par moments moins populaires. Donc, ce qui fait que quand on est moins populaire, a priori, on est dans des financements plus petits. Donc, forcément, la rémunération est plus basse. Mais si on négocie un homme et une femme sur un même film, il y a une différence. Alors, elle peut se justifier. Mais ce qui est vrai, moi, ce que j'ai constaté, c'est quand vous avez un acteur jeune qui arrive un peu comme ça au firmament, sa progression financière est 2 fois plus grande que celle d'une actrice qui arrive exactement au même moment pour un rôle principal aussi sur un film qui marche. Il y a une nouvelle génération d'actrices, notamment de réalisatrices aussi, qui peut-être s'interrogent ou a envie de revenir sur le silence de leurs aînés. On va écouter les mots extraits du documentaire Pygmalion en salle mercredi de la comédienne Aïssa Maïga. Enfin, c'est quand même très étonnant que rien ne filtre, rien ne sorte en France. Je veux dire, ça existe aux États-Unis, je vois pas pourquoi ça n'existerait pas en France. Et je pense qu'il y a à la fois une peur d'être attaqué en diffamation, quoi. Je veux dire, il y a un vrai risque par rapport à la juridiction française dans le fait d'attaquer sans preuve, et la plupart du temps, les preuves, on ne les a pas. Hein. Et puis, une sorte de complaisance culturelle, d'idée que la drague, même lourde, c'est quelque chose de flatteur, quoi. Il y a un truc comme ça qui flotte, qui est très malsain. Il y a une loi du silence en France? Oui, je pense qu'il y en a une, bien sûr. C'est Nous, quoi, on c'est la peur de apparaît. ne plus travailler? Oui, bien sûr. Il y a des...
Moi, je pense que sur ces affaires-là, il y a un moment donné, il faut un petit peu remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des pratiques que tout le monde a validées. Enfin, en ce moment, on ne parle que de ça. Hein. Le consentement, on ne parle que de ça. Le problème du consentement, le problème de la domination masculine, le problème de la domination économique ou hiérarchique, on ne parle que de ça. Mais c'est quoi ces pratiques que tout le monde a Non, mais validées? ces C'était pas pratiques- forcément illégal, Non, mais moi, je vais vous justement. le dire, quand j'étais jeune actrice au tout début et que j'allais à la SFP pour essayer de trouver des petits rôles, etc., à l'époque, je n'avais pas d'agent. Peut-être que ma vocation est née de là. J'allais, vous aviez des deuxièmes assistants qui vous enfermaient dans le bureau en disant chérie, il va falloir que tu sois gentille si tu veux un rôle. C'est pas une légende. C'est absolument pas une légende. Il était courant d'entendre que pour réussir, il fallait coucher. Enfin, moi qui suis agent, je me suis jamais retrouvée avec une actrice en disant chérie, il faudrait quand même que tu m'aides un peu quand même sur le dossier. Donc ça, il y avait quand même derrière ces choses-là qui existaient. Et puis la deuxième chose que j'ai pu constater, on est après les années 68. Donc on est dans un grand mouvement de libération. Il est interdit d'interdire. Les pratiques sexuelles, ça part dans tous les sens, etc., etc. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème tant qu'on est adulte. Mais ça a quand même un peu favorisé une parole qui était peut-être pas totalement en place. Et d'ailleurs, même sur des grands intellectuels, sur l'affaire Maznev, par exemple, des gens l'ont cautionné. Aujourd'hui, quand on entend, on se dit, mais de quoi parle-t-on? On parle de la domination des femmes. Je vous rappelle quand même qu'il y a encore une vingtaine d'années, puisque ça vient d'être sorti, une femme qui était un peu énervée un matin pour des raisons totalement tangibles et tout ce qu'on veut, on lui disait « Ah, elle a ses règles en ce moment ». C'était quand même l'expression que moi j'ai entendue quasiment pendant 15 ans. Ou alors on disait « Elle est mal baisée ». Bon, c'était des phrases qu'on entendait communément sur la réaction d'une femme qui, à un moment donné, signifiait son désaccord sur plusieurs choses. Donc, ce contexte-là, il a existé et il laisse des traces. Alors, même si aujourd'hui, la société évolue, on commence à faire un peu plus attention à ce qu'on dit dans les rapports et tout, on a eu ça et ça existe. Jusque-là, les femmes ont encaissé, dans ce milieu y compris. Est-ce que vous pensez, comme Aïssa Maïga aujourd'hui, qu'il faudrait dire, il faudrait enlever le filtre, il faudrait que des noms sortent? Est-ce que ça peut changer quelque chose, régler? Est-ce qu'il faut parler maintenant, nommer? Alors, parler d'abord, je pense que moi, je laisserai les victimes prendre la parole. Je prends pas la parole à la place des victimes. Voilà, déjà, c'est la première chose. Donc après, si quelqu'un a envie de parler de quelque chose qui l'a traumatisé, marqué, ça appartient à chacun. Ça, on est dans le domaine de l'intime. Après, moi, ce que j'ai profondément aimé dans la parole d'Adèle Haenel, c'est quand à un moment donné, elle dit ce ne sont pas des monstres, ils sont autour de nous. Nous sommes tous responsables. Alors, Donc, on va juste réécouter cette parole. Un oui. extrait de cette parole d'Adèle Je Haenel, vous en c'était prie. sur Mediapart, dont vous êtes d'ailleurs l'agent. Juste une question, vous saviez pour Adèle Haenel? Non, je l'ai appris quelques jours avant. Ma démarche, je pense qu'elle est extrêmement pacifiste. Il ne s'agit pas de censurer, il ne s'agit pas de diaboliser, mais il s'agit d'ouvrir la parole et d'écouter les récits. Qui on écoute? C'est ça qui va définir notre société. Si on considère qu'écouter des gens qui sont cyniques, qui sont froids, cruels, c'est ces gens-là qu'on a envie d'écouter. Mais quelle société on veut? C'est ça aussi. Et c'est pour ça que je pense que la parole est de toute façon, quand elle est sincère, toujours il y a quelque chose de bien quand ça circule. Quand on ne cherche pas à faire taire, mais qu'on cherche justement à soulever des questions. Et à agiter la responsabilité individuelle de chacun aussi. Mais on a besoin d'outils, parce que ce sont les impensés de notre société, c'est compliqué, donc on a besoin de gens qui vont nous donner, déplier la situation, voilà, qu'est-ce que c'est, en fait, quand on parle de la culture du viol, de quoi on parle? Et avec une succession de questions sur lesquelles les gens ne vont pas être d'accord, je veux dire, on n'est pas tous d'accord, mais c'est pas grave, mais au moins, on parle tous de la même chose. Alors je reformule, Elisabeth Tana, vous l'auriez su. Est-ce que vous l'auriez retenu de parler ou plutôt incité? Déjà, connaissant un tout petit peu Adèle, je pense qu'il est très difficile de l'empêcher de parler, déjà. Si elle a décidé de le faire. Non, et puis, alors pour le coup, quand je vous dis je ne me substitue pas aux victimes, mon métier c'est d'accompagner, donc quel que soit l'accompagnement. Donc accompagner, c'est aussi à un moment donné discuter avec quelqu'un de savoir s'il a les épaules pour parler, parce que c'est quand même une démarche qui est difficile. Adèle est exemplaire de ce côté-là, mais elle s'y est préparée.
C'est-à-dire que la prise de parole, elle l'a fait à un moment où elle est écoutée, elle est entendue. Donc il faut faire très attention à ça. Après, c'est vraiment pour moi, et de toute façon, c'est toute la gestion d'un agent avec son talent. C'est le talent qui mène la danse. Nous, on ne peut que conseiller et accompagner. Et bien sûr que si quelqu'un avait l'envie de parler, j'accompagne, sans même l'ombre d'une seconde de doute. On est entré maintenant dans une séquence judiciaire. Mi-janvier, le réalisateur Christophe Rouget a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans après le témoignage d'Adèle Haenel qui l'a donc accusée d'attouchement et de harcèlement sexuel lorsqu'elle était adolescente. C'était au début des années 2000. Une agression des faits qu'il conteste en tout cas jusqu'ici. C'est intéressant parce que le film qui sort mercredi s'appelle Pygmalion et justement c'est cette image de Pygmalion qui a toujours été associée à beaucoup de réalisateurs hommes et c'est vrai qu'ils ont parfois à travers des grands rôles donné cette visibilité ou cette notoriété à des actrices. Comment on peut remédier à cela? Est-ce qu'il y a des choses simples à faire? On parle notamment aujourd'hui des coordinateurs d'intimité qui ont commencé à faire leur entrée sur leur plateau. Ça, c'est un premier pas pour vous? Une bonne mesure? De toute façon, oui, c'est une bonne mesure, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un espace où où n'importe qui sur un plateau peut s'exprimer. Un plateau, c'est très hiérarchisé, il faut le savoir. C'est une petite entreprise qui est extrêmement hiérarchisée. Après, là, ce que vous abordez, c'est le problème de l'emprise. Évidemment qu'un réalisateur a une emprise sur la personne avec laquelle il travaille, quel que soit l'âge. Donc après, c'est aussi au réalisateur de savoir qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Parce que quand on a quelqu'un sous emprise, si c'est une enfant, c'est une ligne à ne pas franchir, clairement. Et si c'est une femme adulte, a priori, elle saura se défendre, et en tout cas, elle aura les mots pour le dire. Parce que là, je pense qu'elle mesurera mieux la notion de consentement. Mais l'emprise fait presque partie de nos métiers, vraiment. C'est l'emprise et c'est l'amalgame entre le désir et le pouvoir que les actrices qui témoignent devant la caméra de Quentin Delcourt, comme vous, Elisabeth Tanner, dans ce film Pygmalion, en salle mercredi, racontent bien, notamment Nathalie Marchak. Pour moi, une des fonctions du cinéma, c'est de provoquer du désir. Ce n'est pas parce qu'il y a MeToo qu'il faut perdre cette dimension. Il faut cesser de filmer les femmes, qu'il faut cesser de filmer la féminité. Cependant, voilà, il y a manière et manière de le faire et les femmes ne sont pas des objets sexuels, rappelle-t-elle. Ce sont des comédiennes qui sont là pour jouer. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Je vous invite à aller voir ce film Pygmalion de Quentin Delcourt, donc en salle mercredi.